aborde la quatrième partie et dernière partie de la conférence qui va plutôt s'attacher donc au sexe addict à proprement dite, à la façon dont on peut faire le dépistage d'une sexualité addictive et un peu de clinique également. Donc je partagerai avec vous ma pratique et la façon dont je prends en cabinet en charge les patients et patientes souffrant d'addiction sexuelle. Alors, ce qui est important de prendre en compte, c'est la présence de comorbidités psychiatriques et addictives. Donc, on retrouve à 72% des troubles de l'humeur, à 38% des troubles anxieux, à 17% des troubles de la personnalité, mais également des troubles obsessionnels compulsifs et des troubles addictifs. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la littérature. Donc là, c'est intéressant de se dire qu'une addiction sexuelle n'est jamais seule et qu'il y a une présence de comorbidité et qu'il faudra également prendre en charge, soigner les comorbidités éventuelles et présentes à ce trouble. Donc, ce qui peut constituer en soi, à mon sens, des facteurs de mauvais pronostic, c'est quand même, donc, comme je le disais précédemment, la présence de comorbidités psychiatriques, notamment addictives, mais de comorbidités également psychologiques, avec des troubles de personnalité de type borderline, des présences pour lesquelles il y a une sévérité du trouble narcissique, une mauvaise estime de soi, un trouble de l'affirmation de soi, des personnes qui vont être isolées d'un point de vue relationnel, qui ont grandi ou qui évoluent dans un environnement familial conflictuel, rigide, voire moraliste, et notamment par rapport aux questions se rapportant au sexe et à la sexualité. Et puis, la présence d'un trouble paraphilique qu'il faudra très rapidement éliminer ou faire prendre en charge, si ce n'est pas votre domaine, par des confrères et des consoeurs. Donc là, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais faire un focus assez rapide sur ce que recouvrent les troubles paraphiliques pour que ce soit bien clair pour chacun, chacune. Dans les troubles paraphiliques qui sont décrits aujourd'hui dans le DSM-5 et la CIM-11, faut bien se rappeler qu'anciennement, on avait plutôt tendance à entendre les expressions de perversion sexuelle ou de trouble de la préférence sexuelle. C'était d'ailleurs cette dernière terminologie qui figurait dans l'ancienne version de la CIM-10, et que c'est le DSM-5 qui a introduit la notion de trouble paraphilique. En faisant cette introduction, il y a 8 types de paraphilie qu'on va voir ensemble un peu plus dans le détail. Et une dernière qui est un petit peu un fourre-tout pour toutes les paraphilies qui ne sont pas spécifiées par ailleurs et dans laquelle on va ranger et classer la zoophilie, la nécrophilie. Ce que va retenir et va nous donner en termes d'innovation la CIM-11, c'est qu'elle implique des modèles d'excitation sexuelle qui se concentrent uniquement sur des personnes non consentantes. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas forcément retrouver des paraphilies telles que le fétichisme, puisque là, il n'y a pas présence d'un tiers. Et donc du coup, ça ne va pas être retenu par la classification, la CIM-11. Donc, dans les principaux troubles paraphiliques, on retrouve l'exhibitionnisme, qui consiste à l'exposition donc du sujet, de ses organes génitaux devant une personne étrangère. Et c'est le fait que cette personne elle soit prise au dépourvu par son comportement qui est source d'excitation pour le sujet. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a également dans ces troubles-là le fétichisme, qui est plus dans la CIM-11 mais qui figure dans le DSM-5 et qui va plutôt désigner l'utilisation préférentielle, voire quasiment exclusive d'objets inanimés tels que des bottes, des chaussures, des vêtements, des fourrures, des tissus. Et puis ça peut être aussi certaines parties du corps humain telles que les cheveux, et puis pour ce qu'on connaît plus, ce sont les pieds, les fétichismes du pied, pour là encore obtenir l'excitation sexuelle. On a également le frotteurisme, donc là ça caractérise vraiment les actes de toucher, de se frotter contre une personne qui est non consentante, plus particulièrement au niveau des seins, des fesses, à des fins d'excitation. Donc pour certains peut-être qui connaissent ou qui ont travaillé sur le département du 93, il y a eu en 2017-2016 toute une campagne qui a été mise en place par le Conseil général, Conseil régional, sur cette question de prévention du frotteurisme dans les transports en commun. Vous avez également le voyeurisme qui consiste à obtenir l'excitation sexuelle en observant en cachette une personne
sans son consentement, lorsqu'elle se déshabille, qu'elle est nue, ou l'observation de couples pendant leur rapport sexuel. Vous avez donc également le transvestisme, qui lui désigne le port de vêtements de l'autre sexe dans le but d'excitation érotique. Et parfois on va avoir les individus, le sujet qui va aussi accentuer la ressemblance avec l'autre sexe. Et puis on a le masochisme sexuel qui là va être vraiment orienté sur la souffrance corporelle, le fait d'être battu, d'être attaché, humilié, toujours dans le but de ressentir et d'obtenir l'excitation sexuelle. En général, ça implique un partenaire, une partenaire. Et puis pour terminer, deux troubles paraphiliques bien distincts, le sadisme sexuel qui consiste vraiment dans la nécessité pour atteindre l'excitation sexuelle d'infliger à une partenaire consentante ou non des souffrances corporelles réelles. Ça peut aller jusqu'à quand même entraîner la mort dans les cas les plus sévères. Mais en tout cas, il y a systématiquement une souffrance morale telle que l'humiliation ou la peur. Je mettrai à part la pédophilie, qui est un terme avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise et pour lequel je préfère employer la terminologie de la pédosexualité, qui définit donc la préférence sexuelle plus ou moins exclusive pour des enfants prépubères. Voilà, donc ça c'est des classifications qui me paraissent importantes à avoir dans votre questionnement et en tête lorsque vous faites votre anamnèse pour pouvoir effectivement évacuer ou éventuellement travailler en pluridisciplinarité avec des spécialistes sur la question notamment des psychiatres. Donc les relais à avoir pour traiter des patients et vous accompagner dans la prise en charge, parce que c'est vraiment assez lourd en termes de suivi, assez lourd aussi pour le praticien, le thérapeute, la dictologue que vous pouvez être. Donc ça peut être intéressant de travailler avec le Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, qui est un organisme et une structure de service public qui prend en charge les auteurs de violences sexuelles. Vous avez également l'association L'Ange Bleu qui fait un travail assez intéressant de prévention du passage à l'acte. Pour le coup. Donc ils organisent des groupes de parole qui réunissent à la fois les victimes et les pédophiles en suivant des critères de compatibilité. Et c'est quand même une association qui œuvre aussi dans la formation des prêtres. Donc en 2017, ils avaient formé 77 prêtres du diocèse de Lyon. Donc ils font vraiment un gros travail de terrain. Vous avez également l'association Une Vie, je ne sais pas si vous connaissez, qui a publié un fascicule à l'intention des professionnels que je vous recommande de télécharger ou d'acheter ou en tout cas de vous procurer, qui est comment faire, comment travailler avec un patient pédophile. Donc voilà, c'est des supports qui me paraissent pertinents. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur différents sites. Donc comme vous aurez le PowerPoint, vous aurez tout loisir de pouvoir prendre de notes et aller consulter notamment le site PédoElf qui est assez intéressant pour pouvoir bien prendre en compte et cerner la problématique. Alors, ce que j'avais envie également de vous transmettre, c'est l'intérêt d'une prise en charge précoce qui n'est pas toujours facile. Dépister, prendre en charge précocement une addiction sexuelle, c'est plutôt difficile dans la mesure où les patients et patientes qui en souffrent ont plutôt une stratégie de cacher leur pratique. Ils ne vont pas vous en parler nécessairement spontanément, sauf quand ça devient un trouble trop envahissant, que ça a pu être l'occasion d'une perte d'emploi ou du couple qui part en éclats avec une demande de séparation ou de divorce. Globalement, c'est quand même des personnes qui ont une bonne insertion socio-professionnelle, ce qui va être également un facteur qui contribue au retard de diagnostic. Et puis, en première instance, c'est des patients qui peuvent vous consulter pour des symptômes tout autres que le trouble sexuel, puisque c'est ce trouble de comportement sexuel compulsif va également être ombragé par la culpabilité et par la honte. Donc, ils vont plutôt mettre en avant d'autres symptômes comme une éjaculation précoce, comme un trouble érectile, comme un désir sexuel hypoactif, une baisse de désir, des troubles d'anxiété, des troubles de l'humeur, des épisodes dépressifs. Donc, ça va aussi retarder, je dirais, la prise en charge précoce de ce trouble.
sexothérapeute, la prise en charge que je vais pouvoir proposer à mes patients et mes patientes, ça va être d'abord avoir en tête de favoriser l'adhésion aux soins, parce que ça va être quand même une prise en charge plutôt longue pour le traitement des sexualités addictives, et l'intérêt d'installer une alliance thérapeutique, puisque c'est cette alliance thérapeutique qui va mettre en confiance le sujet et qui va lui permettre justement de pouvoir étayer, parler de ce qu'il vit au quotidien et de continuer cette prise en charge. Ça va être également de l'aider à comprendre et accepter le trouble d'hypersexualité et la nécessité de sa prise en charge. Euh, je vais beaucoup travailler avec des concepts et des principes de sexualité positive. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça recouvre, mais également le modèle de la santé sexuelle, qui est un repère, à mon sens, important à positionner et à évoquer et à développer tout au long de la prise en charge. Bien sûr, de réintroduire la notion de désir et de plaisir dans la sexualité du sujet, d'aller corriger les distorsions cognitives qu'ils peuvent avoir avec les attitudes dysfonctionnelles, notamment par rapport au renforcement négatif en lien avec l'estime de soi ou une mauvaise confiance en soi. On va également apprendre à reconnaître et à détecter les signes annonciateurs de la crise compulsive et les techniques un petit peu pour pouvoir y remédier. Des techniques de désamorçage, des techniques de relaxation, qui vont pouvoir aussi être intéressants pour le sujet, parce qu'il va se rendre compte que ces techniques de relaxation vont non pas être uniquement à mettre en place pour contrer ses compulsions, mais que ça va pouvoir aussi l'aider à gérer son stress, à gérer ses émotions dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les personnes apprécient. On va travailler aussi sur le renforcement de l'estime de soi, de l'image et de l'affirmation de soi, dans le but également d'améliorer, de développer les relations interpersonnelles, sociales et familiales, pour pouvoir sortir la personne effectivement de son cadre et de ses habitudes, traiter les éventuelles comorbidités psychiatriques. Donc moi, je travaille beaucoup avec des confrères, des consoeurs psychologues et psychiatres pour pouvoir effectivement développer et adapter les traitements de fond. Et puis surtout, ce que je vais voir dans l'anamnèse, l'importance de détecter très très tôt s'il y a oui ou non eu des abus sexuels, parce que là, ça va demander une approche adaptée et c'est aussi un travail de plus longue haleine. Donc, ce qui est intéressant dans ces types de prise en charge, notamment en sexothérapie, c'est de pouvoir aussi mettre en place un étayage non médical, un étayage de support à travers des associations comme donc là la DASA France. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez consulter leur site internet, où ils fonctionnent un petit peu sur le système des alcooliques anonymes, donc les dépendants affectifs et sexuels anonymes. Donc ils ont un programme en fait en 12 étapes avec 12 traditions, 12 caractéristiques, donc je vous laisserai aller regarder ça de façon plus détaillée. Mais c'est vraiment intéressant aussi d'orienter les personnes sur les groupes d'autosupport, parce que quand ils ne sont pas en consultation ou pris en charge dans un établissement, un hôpital de jour, ça peut être intéressant pour eux d'avoir ce soutien et cette parole de personnes qui vivent et connaissent les mêmes difficultés, les mêmes souffrances qu'eux au quotidien. Alors, les dépendances et les addictions sexuelles, elles fonctionnent selon un cycle. C'est important d'avoir ce cycle en tête pour pouvoir aider effectivement le patient à reconnaître et à fractionner effectivement ce qui lui arrive, puisque comme on est dans une compulsion, on n'a pas le temps de voir les étapes. Donc c'est intéressant de proposer et de présenter le cycle de la dépendance sexuelle à vos patients pour voir comment ils s'y retrouvent ou pas. Donc c'est vrai que ce premier cycle fonctionne avec dans un premier temps une préparation. Donc ça veut dire que la personne va se préparer, un passage à l'acte qui va soulager, et tout de suite après ce soulagement, on va s'apercevoir qu'il y a des émotions négatives. Donc ça sera intéressant d'aller effectivement interroger ces émotions négatives, puisque c'est ces émotions-là qui vont être entourées de honte et de culpabilité et qui vont par la suite entraîner un état dépressif, voire une fuite par rapport à ce phénomène, à ce trouble, et un retour à cette préparation. Donc c'est ce cycle infernal dont les sujets sont victimes, qui créent l'obsession et qui font qu'ils ont du mal et qui peuvent passer des heures et des heures à lutter contre ce trouble, ou tout au moins à s'y adonner. Alors, pour l'évaluation clinique, on peut travailler avec des outils
qui permettent de très vite savoir si oui ou non on est dans une addiction sexuelle. Donc il y a plusieurs tests de dépistage hein, sur les addictions qu'on peut retrouver dans la littérature. Hein. Il y a également donc, le texte de Pratikam hein, que vous retrouvez dans son livre. Il y a ce test qui a été adapté en langue française par Laurent Carilla en 2009, qui est donc le test Peirce. C'est un outil psychométrique plutôt court qui est basé sur 6 items, 6 questions. Donc la première question, trouvez-vous que vous êtes souvent préoccupé par des pensées sexuelles? La deuxième, cachez-vous certains de vos comportements à votre entourage? Ça peut être le partenaire de vie, la famille, les amis, les proches, les collègues. Avez-vous déjà recherché de l'aide pour un comportement sexuel que vous n'appréciez pas de faire? Donc ça va aussi permettre d'étayer la question de savoir depuis quand la personne souffre de cette addiction et quels sont un petit peu les recours et ce qu'elle a mis comme stratégie en place, donc en termes de capacité d'agir contre et de rechercher du soin et de l'aide. En quatrième, vous allez avoir est-ce que quelqu'un a déjà été heurté émotionnellement à cause de votre comportement sexuel? Donc là, on va questionner les conséquences. La cinquième question, ça porte sur la thématique du contrôle. Est-ce que vous vous sentez contrôlé par votre désir sexuel? Et la dernière, est-ce qu'il y a une tristesse après être passé à l'acte sexuellement? Donc, que ce que soit, hein, là, on va questionner les émotions. Donc, c'est une cotation qui est sur 6 et un score supérieur ou égal à 3 évoque une addiction sexuelle. Donc, c'est un questionnaire qui est court et qui peut vraiment permettre d'amorcer et de bien cerner la problématique et ce que vit votre patient ou votre patiente. Les formes cliniques aussi à questionner hein, vont être s'il y a présence ou non de masturbation compulsive ou excessive, l'utilisation et le recours assez compulsif à des fins sexuelles d'Internet. Si la personne elle passe 4-5 heures, voire jusqu'à 10 heures sur Internet, voilà, ça sera aussi des facteurs à prendre en compte. Le recours ou non à la cyberpornographie. Et puis au niveau des relations sexuelles, est-ce qu'elles sont réelles ou pas, tarifées ou pas, virtuelles, compulsives, voilà. Ce que j'avais envie également d'aborder. Avec vous, c'est la question des chemsex, parce que c'est quand même un phénomène qu'on voit de plus en plus en France et qui interroge nos pratiques et notre clinique. Donc le chemsex, c'est quoi? C'est un ensemble de pratiques sexuelles qui sont pratiquées par des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et ce phénomène vise à consommer des produits psychoactifs de synthèse pendant les rapports sexuels. Le but recherché, c'est de booster les performances et les sensations sexuelles. Donc, pour vous en donner, si vous n'avez jamais rencontré ou jamais entendu parler de ce phénomène, je vous invite à vous rendre sur le site camsex.fr qui présente effectivement la vidéo là, que je vous ai mis donc, en ligne. Qui est donc un film qui est en 4 vidéos que vous pouvez consulter gratuitement, hein, qui donc s'appelle Chemsexer, qui est un film réalisé par Barbara Arsenault. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer concrètement ce que peut être effectivement cette pratique, enfin ces pratiques, puisque dans ces 4 vidéos, on montre différentes pratiques, et vous donner comme ça en fait une vision plus claire et phénoménologique de ce que recouvre ce phénomène. Donc dans chemsex, ça vient effectivement de la contraction de chemical and sex, hein, c'est un terme qui a été inventé en Angleterre par David Stewart. Les premiers cas qui sont signalés en France le sont depuis 2017, plus particulièrement à Lille et à Metz. Il y a un dispositif Trend qui a fait une grosse étude sur ce phénomène, qui est allé à la rencontre de ces hommes. Et ce qui est ressorti de leur enquête, c'est que ça concerne exclusivement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, plutôt dans la tranche d'âge des 28-50 ans.
Donc là, c'est un peu voilà, les derniers chiffres qu'on a qui sont aussi là récents puisqu'ils datent de 2019. Les rencontres se font plutôt via des applications de rencontres en ligne. L'idée aussi, c'est de pouvoir mettre en scène des autopornographies. Donc, il y a des séances qui sont filmées, des sessions qui sont filmées en groupe. Au niveau des drogues qui sont utilisées, on va retrouver des drogues telles que voilà, le GHB ou le GBL, des drogues de synthèse également, ainsi que la cocaïne, avec des médicaments de performance sexuelle tels que le Viagra et le Cialis. L'idée, c'est vraiment de trouver, de rechercher l'euphorie, la désinhibition, la performance sexuelle, mais également la performance sexuelle, je dirais, sur le long terme, puisque les sessions peuvent quand même durer sur des week-ends, sur plusieurs heures. Donc en interrogeant les personnes qui pratiquent, hein, on s'est rendu compte que c'était plutôt des sessions avec des rencontres organisées. Donc ils louent un appartement via Airbnb ou chez l'un ou chez l'autre. Et du coup, voilà, durant ces séances, il y a des pratiques de slam avec des injections en intraveineuse de produits psychostimulants. Donc là, on est dans le plus souvent des sexualités de groupe, ce qui permet aussi visiblement de rompre l'isolement pendant les week-ends. Donc ça, le rapport à l'isolement, je pense que c'est quelque chose qui est très présent, l'isolement social pendant les week-ends et qui font que ces personnes peuvent aussi être prises d'une sexualité plaisir au départ, comme le montre ce film, hein, les premières vidéos, à vite devenir un engrenage avec jusqu'à des décès, hein, puisque on a dénombré quand même des décès liés aux overdoses. Donc là, vraiment, si vous avez un de vos patients qui donc vous explique voilà, qu'il a ce type de pratique le week-end, je vous incite vivement à travailler en relais avec Aide, qui fait un gros travail de support, de prévention, mais d'écoute auprès de ces groupes de personnes. Pour ceux qui habitent et qui sont sur Paris ou qui ont des patients sur Paris, vous pouvez tout à fait les orienter sur le centre de santé sexuelle, le SPOT, qui se trouve 53 boulevard Beaumarchais à Paris, et qui est un local où il y a une prise en charge, une écoute de ces personnes. Il y a les mardis soirs, il y a des soirées d'autosupport entre pairs sur le sujet en Europe, hein, donc c'est quand même, il me semble, le seul endroit en Europe où ça existe. Et c'est vrai que donc les discussions, elles tournent non seulement autour des consommations de produits psychoactifs en contexte sexuel, mais il y a également des séances avec des sophrologues, avec des professeurs de yoga pour pouvoir aussi avoir d'autres pratiques et d'autres habitudes de groupe que la sexualité sous produits psychoactifs. À la fin. Donc, si vous avez des questions, je vous ai indiqué mon adresse mail professionnelle à laquelle vous pouvez me contacter, m'écrire vos questions et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà, vous pouvez également consulter mon site internet isabellegas.com où vous retrouverez un petit peu ce que je fais, comment je travaille. Et si vous avez qu'on travaille ensemble en pluridisciplinarité, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation. Alors maintenant, je vais prendre quelques instants, un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler de la clinique en vous présentant voilà, une vignette clinique que j'ai suivie. Donc le cas de Paul, âgé de 38 ans, qui vit en couple, il est marié. Donc c'est un homme qui a comme orientation sexuelle d'être hétéro, qui habite sur Paris et qui travaille comme cadre RH hein, dans une entreprise. Donc voilà, au départ, il me consultait pour des problèmes de masturbation compulsive, hein, à savoir 2 à 3 fois par jour, un trouble sexuel, une éjaculation précoce, des troubles anxieux,
pour lequel il avait déjà un traitement de front, et avec des troubles également dépressifs, puisque son couple avait vécu un deuil, un enfant mort-né pour lequel il y avait eu donc pour Paul un arrêt de maladie pendant 2 mois. Et ce contexte de dépressif et de deuil avait entraîné des troubles du sommeil chez lui, des insomnies, alors qu'avant il avait un sommeil plutôt réparateur, me disait-il. Au niveau des addictions sexuelles, on a une consommation de sexualité virtuelle, plutôt par webcam. Paul se masturbe devant des camgirls. Il consomme beaucoup de sites porno en les consultant sur Internet, donc aussi bien au travail, sur son téléphone que dans son domicile, en moyenne 4 à 5 jours, 4 à 5 heures par jour, pardon. Et voilà, ces addictions sexuelles sont en co-addiction avec l'alcool et la consommation de cannabis. Alors, la prise en charge avec Paul, elle a été sur 3 pistes. Donc, on a travaillé avec l'outil sophrologie pour amener des habitudes de relaxation dynamique, une autre vivance du corps. À l'aide des outils de la sophrologie, on a pu travailler la gestion du stress, des émotions négatives, renouer avec une meilleure estime de soi, parce qu'il avait vraiment très honte de son comportement, enfin de ce trouble et de ses pratiques de consultation de webcam, et puis surtout que ça avait une incidence financière pour lui importante. On a également travaillé là plus sur son rapport au corps et au contact, puisque depuis le décès cet enfant et ce bébé mort-né, les rapports sexuels étaient espacés avec sa compagne, et que lorsqu'il y avait rapport sexuel, il y avait présence d'une éjaculation précoce. Donc on a travaillé avec la sexo-gestalt sur justement les cycles de la réponse sexuelle, donc je vous en parlerai, je vous montrerai un schéma qui va suivre, pour traiter effectivement cette problématique sexuelle. Et puis j'ai pu travailler également donc avec le couple, puisque sa compagne a accepté qu'on travaille en séance de thérapie de couple. Donc on a pu faire 10 séances ensemble. Et là, c'était vraiment travailler sur la sexualité, la rencontre sexuelle, la faire évoluer, remettre effectivement pour eux des habitudes, et notamment travailler sur ce que leur redonner de nouveaux repères pour mettre en place une sexualité positive. On a beaucoup travaillé aussi sur la communication, la façon de formuler des demandes et des besoins à l'aide de la communication non violente, ce qui a permis au couple de pouvoir recommuniquer autour justement de leur intimité, de leurs besoins respectifs. Et ça, c'était intéressant de pouvoir permettre et offrir cet espace de parole, d'écoute à chacun dans un espace protégé qui soit autre que leur domicile. Donc c'est vrai que dans un premier temps, les entretiens motivationnels sont très importants, parce qu'il va falloir définir dès le départ, amener effectivement votre patient, votre patiente à faire des choix, puisque c'est lui qui sera acteur finalement également de sa prise en charge, faire des choix en ce qu'il souhaite continuer, ce qu'ils souhaitent cesser et ce qu'ils souhaitent commencer. Donc c'est vrai que moi j'aime bien leur poser un peu en introduction cette règle des 4C, puisque c'est quelque chose qui va les accompagner tout au long de la prise en charge sexothérapeutique, et qui va pouvoir être aussi ajusté en termes d'objectifs raisonnables, des objectifs qui sont mesurables dans le temps, et pouvoir aussi mettre des objectifs qui puissent être réalisables. Donc je trouve très intéressant dans les entretiens motivationnels aussi d'apprendre et d'apporter l'approche sexo-gestalt. L'idée, c'est de pouvoir permettre au sujet, à votre patient, de lui se resituer, de redécouvrir ses sensations au niveau de son corps, de les comprendre, justement d'avoir un étayage même au niveau du vocabulaire pour les définir, les sensations, faire la différence entre les sensations, les sentiments, les émotions, et surtout de repartir à la découverte du plaisir intime partagé, partagé avec l'autre, partagé avec le conjoint, et s'autoriser. C'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir, en termes de confiance, positionner cette approche et l'étayer tout autour de la sexothérapie.
Donc, je vous disais tout à l'heure, ce qui va être intéressant aussi, c'est de reprendre au niveau des réactions sexuelles, bien définir pour rompre le schéma de la compulsion, amener la personne à étayer pour elle la phase d'excitation, la phase de plateau, la phase de l'orgasme, la phase aussi de résolution et la période réfractaire. C'est très important d'avoir ce découpage et qu'ils aient ça en tête dans leur sexualité pour pouvoir retrouver une sexualité satisfaisante et être en santé sexuelle. En Sexo-Gestalt, c'est important aussi, à mon sens, de leur apporter le cycle du contact, hein, puisqu'on a dans les addictions sexuelles le cycle de contact qui est complètement biaisé. Et ce cycle, donc, c'est un cycle qui avait été, c'est un schéma de Serge Ginger, qui est donc un des inventeurs de la Gestalt en France. J'emprunte assez facilement ce schéma et je le montre et je le commente lors des sexothérapies parce qu'il représente schématiquement le processus de contact entre une personne et son environnement, que ce soit dans les actions quotidiennes ou la satisfaction des besoins. Et j'aime bien, à travers ces 5 phases, travailler sur justement comment se passe pour lui le pré-contact, l'engagement, le contact, le désengagement, l'assimilation. Et l'assimilation est, à mon sens, assez importante et caractéristique pour la prise de conscience de où se situe le patient et comment aussi il progresse. Donc ce cycle de la réponse sexuelle, il est à mettre aussi en corrélation avec le cycle de la réponse sexuelle, qui est en 8 étapes, contrairement au précédent cycle de Master et Johnson, où là on va avoir d'abord l'intérêt sexuel, le désir, l'excitation, le plateau, l'orgasme, la période de résolution, la période réfractaire et c'est ce qui me paraît moi le plus important, la période d'élaboration psychique. Dans cette dernière étape, en fait, on va pouvoir offrir l'occasion au patient, à la patiente, dans cette dernière étape, d'élaborer psychiquement ce qu'il a assimilé ou pas de son expérience, ce qu'il apprécie et les conclusions qu'il va pouvoir en tirer de son comportement sexuel. Donc ça va permettre aussi au patient de nommer son problème et ses interruptions, d'élaborer psychiquement son désir, d'élaborer le plaisir, d'élaborer l'érotisation, bref, de l'aider à retrouver les sensations, la rencontre sexuelle avec du plaisir, du désir, mais non biaisé par la compulsion. Alors tout à l'heure, je vous parlais effectivement de la santé sexuelle. Donc la santé sexuelle, à mon sens, c'est un bon modèle de prise en charge, puisque l'idée, c'est de ramener non pas dans l'abstinence sexuelle, puisque bah, la sexualité, comme boire et manger, ça fait partie des besoins des êtres humains. Donc il n'est pas question, effectivement, dans une prise en charge et dans une thérapie d'interdire la sexualité, mais plutôt d'introduire des habitudes et des repères de bonne santé sexuelle. Et à mon sens, appliquer les 3 repères et les 3 composantes que sont la tendresse, l'intimité, les habiletés érotiques, ce sont là pour moi effectivement, quand on parle de bonne santé sexuelle en Gestalt, l'idée d'évoquer la fluidité et la capacité à poser des choix, qui sont à mon sens 2 notions clés dans la définition de la bonne santé sexuelle. Ainsi donc la tendresse qui est la capacité à donner et à recevoir de la tendresse sous forme de mots, de gestes ou tout simplement d'attention à l'autre. C'est vraiment ça qui va permettre aussi de biaiser le cycle de la dépendance sexuelle. L'intimité, qui va être également la capacité à vivre une intimité au sens de Winnie Passini, hein, qui serait plutôt d'accéder à l'intimité dans le sens de recevoir l'autre dans son propre territoire, sans se sentir en fait envahi ou contaminé, hein, puisqu'on peut retrouver ça aussi dans le discours de nos patients, ce sentiment d'envahissement ou de contamination et de se mettre dans la peau de l'autre sans perdre pour autant son existence. Donc là, on va être sur une qualité d'intimité, de rencontre et de partage avec l'autre.
Et puis ce que j'entends et ce qu'on entend de manière habituelle en Gestalt sur les habiletés érotiques, ça va être toute la capacité à investir l'autre érotiquement et amoureusement. Donc avec le développement d'aller à la rencontre, à la découverte notamment des zones érogènes. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, je suis également sophrologue, formée à la sophrologie. C'est intéressant d'avoir cet outil-là. Donc, si ça vous intéresse, donc il y a la formation de sophrologue, mais sinon vous pouvez également travailler avec des confrères et des consoeurs. Donc, vous retrouverez les coordonnées sur les sites et les syndicats de sophrologues. La chambre syndicale des sophrologues vous donne région par région, ville par ville, les coordonnées des sophrologues auxquels vous pouvez faire appel pour travailler en pluridisciplinarité dans la prise en charge de vos patients. Et donc l'idée de la sophrologie, c'est vraiment d'aider à s'extraire des croyances limitantes sur la sexualité. Donc on va être là dans l'apprentissage de la respiration en conscience, de la respiration dynamique. Le but, c'est de pouvoir aider le patient et la patiente à gérer ses émotions, gérer ses sentiments négatifs, l'acquisition de techniques d'évacuation du stress, comme la sophrodéplacement du négatif. Là, on va être là pour évacuer les tensions. Et ça va vraiment être un outil formidable et très puissant qui va leur permettre de rompre le cycle de la dépendance sexuelle. On va également améliorer la prise de conscience du schéma corporel comme réalité vécue. Donc là, ça va être vraiment une réappropriation de son corps en conscience. On va activer la présence de la sexualité positive, des valeurs de santé sexuelle dont je vous ai parlé précédemment. Et ça va être vraiment une approche qui est douce, non invasive, et que la personne va pouvoir utiliser non seulement dans le contexte de la sexualité, mais dans d'autres aspects de son quotidien, et qui finalement va ramener chez lui ou chez elle une meilleure confiance et une meilleure estime d'elle-même. Donc là, je vous ai mis en photo le travail sur la respiration abdominale. Je vous parlais également de l'approche également de la sexothérapie de couple, la thérapie de couple. Donc là, on va travailler aussi avec le couple quand le partenaire est coopérant, à aider ce couple à s'extraire de leurs pensées, de leurs sentiments négatifs liés à la rencontre sexuelle, puisqu'il y a parfois des phobies, des personnes qui ne font plus l'amour depuis plusieurs mois. Et c'est compliqué pour eux de remettre la machine en marche. Donc on va être là également à pouvoir permettre au couple de s'exprimer, d'échanger, de mettre en mots les sentiments, le ressenti, et travailler avec la communication non violente sur ces principes-là. Ça va les aider à communiquer différemment leurs besoins et à formuler des demandes et non plus des reproches, ce qui est vraiment un tue l'amour que de fonctionner avec les reproches, mais ça c'est pour tous les couples qui aient ou pas une problématique de sexualité addictive. On va amener le couple aussi dans le cadre de cette thérapie à développer un imaginaire érotique, non seulement en solo, mais également en duo. Donc de partager, moi je leur demande par exemple de s'écrire mutuellement un scénario érotique à partager, à échanger, pour remettre également du plaisir, du jeu. J-E, mais également J-E-U, pour retrouver et amener chez eux une nouvelle sexualité ludique, une sexualité relationnelle. Donc là, l'idée de pouvoir travailler sur l'érotisation du corps de sa partenaire via les massages non sexuels, c'est vraiment des choses qui fonctionnent plutôt bien et qui remettent de la communication dans le couple, qui au départ peuvent les surprendre pour certains, mais après quelques séances, ils retrouvent aussi leur partenaire duquel ils s'étaient éloignés. Alors ça peut être intéressant lorsque effectivement les deux partenaires ont la volonté, et ça c'est quand même un prérequis, ont la volonté de continuer leur cheminement et leur couple. C'est de ça aussi qu'il faut au préalable se prémunir. Et l'idée donc au final, c'est d'aboutir à une relation sexuelle épanouie grâce au lâcher-prise. Alors en conclusion, ce que j'avais envie donc de partager avec vous, c'est que moi je travaille en cabinet libéral. Donc c'est vrai que c'est totalement différent d'une prise en charge institutionnelle, mais à mon sens, les deux prises en charge sont plus que complémentaires.
Si mon cadre il est un petit peu spécifique dans le sens où moi la démarche du patient elle est volontaire, donc ça veut dire que il y a au départ chez lui la volonté de changer quelque chose, d'arrêter ou de supprimer une souffrance, de garder parfois son couple, de le sauvegarder. Donc quelquefois quand on me consulte, c'est un petit peu le thérapeute de la dernière chance. Donc j'essaye vraiment de remettre les personnes dans l'action, de leur indiquer qu'on est partenaire, qu'on forme une équipe et que c'est avant tout eux les acteurs et eux les protagonistes de, non pas forcément de leur guérison, mais en tout cas de leur mieux-être et de leur meilleure consommation, je dirais, par rapport aux addictions, hein, puisque quand il y a des addictions à l'alcool, au cannabis, je vais également travailler avec des confrères et des consoeurs, et que donc beaucoup de choses, si elles reposent sur eux, reposent aussi sur l'accompagnement, et que moi je serai là en tout cas et que je ne les lâcherai pas. Et ça leur apporte de la sécurité et c'est important pour eux d'avoir une continuité en ce sens-là. Donc c'est vrai que moi, mon travail va vraiment être un travail basé essentiellement sur la parole et la reconquête du corps, la reconquête de soi, puisque moi je ne suis pas médecin et que je ne vais pas pouvoir prescrire de médicaments. Donc mes outils vont être la sexothérapie, la thérapie de couple, la sexo-gestalt, la sophrologie, mais vous pouvez aussi avoir d'autres praticiens qui vont utiliser les TCC, l'hypnose. Moi, je considère qu'en fait, il n'y a pas une meilleure thérapie, mais il y a une thérapie qui est adaptée au patient ou à la patiente que l'on a en face de soi. Tout ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas à ce propos, c'est que ce sont des approches qui permettent de se reconnecter au corps, qui permettent de réguler les sensations, les émotions, et d'identifier des attitudes et des comportements à améliorer, certains à modifier. Et ce que je transmets et que je répète et que je rabâche à longueur de séance, c'est que le but, c'est de se maintenir en santé sexuelle. Et donc, du coup, ça donne un champ des possibles autres et d'autres horizons, d'autres univers, d'autres expériences à vivre et à expérimenter. L'idée, c'est que tous ces chemins thérapeutiques, en fait, ça va inviter le patient à explorer son corps dans sa globalité et à donc plus utiliser et à considérer son corps comme un objet. Et c'est pour moi une grande victoire quand les personnes elles prennent à nouveau du plaisir à la rencontre sexuelle, à la séduction, dans un contexte autre que compulsif, mais relationnel. Je termine mon propos avec cette définition de l'Organisation mondiale de la santé sexuelle, qui la définit en ces termes. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle a besoin d'une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des relations sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence. Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits humains et les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Ce qui me paraît intéressant de retenir dans cette définition, c'est qu'elle permet d'envisager la possibilité pour toute personne aux prises avec des troubles sexuels compulsifs, d'envisager leur sexualité et d'être en bonne santé sexuelle, sachant que la sexualité fait partie intégrante des éléments qui déterminent le bien-être d'une personne et l'état de santé de cette dernière. Elle contribue à maintenir le bien-être physique, mental et émotionnel, et ça me semble être en tant que praticien une bonne définition avec des repères simples et surtout on est dans l'ouverture. Donc chacun pourra effectivement s'appuyer sur cette définition pour savoir si les comportements, les pratiques qu'il a au quotidien dans sa sexualité relèvent ou non de la santé sexuelle. Voilà, je vous ai mis quelques références bibliographiques qui m'ont permis d'étayer mon propos dans le cadre de cette conférence. Vous aurez tout ça et vous pourrez prendre le temps de vous y férer si vous le souhaitez. Ce que j'avais envie aussi de vous indiquer, c'est voilà, 4 films. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, Chemsexer. Le film aussi qui est intéressant, Baise-moi, de Despontes. Shane, on en a parlé en introduction. Et puis pour ceux qui connaissent le film Love,
qui peuvent être aussi des outils en sexothérapie et en thérapie auprès de vos patients pour pouvoir effectivement ouvrir le débat, ouvrir la discussion et notamment sur ce que ça peut évoquer et comment ça peut être en résonance pour eux. Donc voilà, moi c'est des outils aussi que j'utilise. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. La conférence voilà, touche à la fin. Donc, si vous avez des questions, je vous ai indiqué mon adresse mail professionnelle à laquelle vous pouvez me contacter, m'écrire vos questions et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà, vous pouvez également consulter mon site internet isabellegas.com où vous retrouverez un petit peu ce que je fais, comment je travaille. Et si vous avez qu'on travaille ensemble en pluridisciplinarité, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation.